Hello, my name is Catherine Saint-Hilaire and I will be your host for l'importance du paysage linguistique et des expériences des francophones immigrants de l'Est de l'Ontario. This workshop will be delivered in French. There is live English translations available by simply clicking on the globe icon with interpretation written below it. We have time to answer your questions towards the end of this workshop. We'll have about 10 minutes at the end, so make sure that you write your question in the chat as well. Bonjour, je m'appelle Catherine Saint-Hilaire et je serai votre hôte pour l'importance du paysage linguistique et les expériences des francophones immigrants de l'Est de l'Ontario. Cet atelier sera dispensé en français. Une traduction anglaise en direct est disponible en cliquant simplement sur l'icône du globe avec une interprétation écrite en dessous. Nous aurons le temps de répondre à vos questions vers la fin de cet atelier. Nous aurons environ une dizaine de minutes de période de questions. Je vous invite donc à écrire vos questions dans le clavardage si vous voulez être certain de pouvoir avoir votre question répondue. Donc, dans le cadre de cet atelier, 3 experts dynamiques en la matière présenteront des résultats préliminaires de 2 études de recherche en cours. La première concerne le rôle du paysage linguistique dans le vécu des personnes récemment installées dans la région bilingue d'Ottawa-Gatineau. La deuxième étude vise à comprendre les expériences et pratiques linguistiques et géographiques des francophones de l'Ontario avec une attention particulière aux immigrants francophones de l'Est de l'Ontario. Notre première intervenante est Louisa Véronis, qui est professeure titulaire au département de géographie, environnement et géomatique et titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés francophones ontariennes à l'Université d'Ottawa. Elle sera jointe par notre deuxième conférencière, qui est Janina Nazari-Gomez, chercheur postdoctoral à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, ainsi que notre troisième conférencière, Shannon Leach, candidate à la maîtrise au département de géographie, environnement et géomatique de l'Université d'Ottawa. Donc, mesdames, merci à vous d'être ici et je vais inviter Mme Louisa Véronis de commencer avec l'atelier. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier sincèrement Catherine Saint-Hilaire, le CESOC et le réseau en immigration de l'Est de l'Ontario pour nous avoir invités. Il nous fait très, très plaisir de pouvoir être là et je voulais simplement vous indiquer que ce que nous allons présenter sont des résultats très préliminaires de 2 recherches qui sont en cours. Et nous avons décidé de procéder ainsi pour 2 raisons. Tout d'abord, nous pensons que ces études sont très pertinentes pour les fournisseurs de services et tous ceux qui sont impliqués dans la francophonie de l'Est de l'Ontario et en particulier avec l'attraction et puis l'accueil et le soutien aux personnes issues de l'immigration. Et aussi, nous souhaitons en fait utiliser cette opportunité pour avoir des retours alors que nous sommes en train d'essayer de terminer ces études pour nous guider dans nos analyses. Mais nous avons des analyses préliminaires qui sont déjà intéressantes. Et enfin, je voulais aussi en fait, vous montrer combien les chercheurs s'intéressent à la question et remercier le CESOC, le réseau et tous les partenaires organismes qui nous aident dans nos recherches. Donc, il nous fait très plaisir d'être là et je passe tout de suite la parole à Janaïna. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. Puis, je vois que je n'ai pas accès au partage d'écran. Donc, avant que je commence les remerciements, je vais juste m'assurer de régler ce petit problème technique. Mike, can you make Janina as one of the co-hosts, please? She would like to share her screen. Alors, pendant que ça se règle, donc, moi aussi... OK. Thank you, Mike. Yes, it's working. OK. Alors, à mon tour de remercier pour l'invitation, Luisa, toi d'abord, qui m'a inclus dans cette activité, mais aussi au CESOC, au réseau, à Catherine. Ça fait grand plaisir, comme l'a dit Luisa, d'être ici et de partager ces résultats très préliminaires, mais très intéressants avec vous. Vous allez me dire si ça marche bien. OK.
Ça va? Super. OK. Alors, je vous présente des analyses préliminaires que j'ai fait dans le cadre de l'étude Le paysage linguistique à l'épreuve de l'immigration, une étude dans la région de la capitale fédérale. C'est une étude que j'ai commencée depuis un an avec donc un comité d'éthique et la revue de littérature, etc., etc. Et il y a plus ou moins 3 mois, j'ai commencé la collecte de données. Donc, je cherche à interviewer environ 60 nouveaux arrivants de toutes les catégories migratoires confondues, donc économiques, les gens qui sont là pour les études, mais comme catégorie migratoire, réunification familiale, des PVT aussi comme catégorie migratoire, des gens qui sont venus comme entrepreneurs et catégorie humanitaire. Ces nouveaux arrivants, ils peuvent s'établir à Ottawa ou à Gatineau. On sait depuis très longtemps, et surtout avec les recherches de Luisa, qu'il y a une dynamique super intense et intéressante entre justement Ottawa et Gatineau. Donc, soit parfois, ils habitent à Ottawa, ils travaillent à Gatineau, vice-versa, et toutes les tranches d'âge. Il s'agit d'une étude qui se veut qualitative, donc des entrevues, mais aussi comparative, parce que je travaille avec 3 profils linguistiques différents. Donc, 20 francophones, 20 anglophones et 20 personnes bilingues. Et là, on s'entend que quand je dis francophone, anglophone, j'utilise les critères PLOP, donc première langue officielle parlée. En général, les immigrants sont plurilingues, ils parlent plusieurs langues, bien au-delà des 2 langues officielles du Canada. L'étude, en général, donc les séances sont composées d'un formulaire sociodémographique dont certaines données je vais partager avec vous, des entrevues d'environ 1 heure et des élaborations des cartes sociolinguistiques. Je leur demande de dessiner leur expérience au Canada. C'est très, très intéressant. Je ne vais pas exploiter ceci aujourd'hui, mais je serais ravie de partager ces données aussi avec les organismes, avec vous. Et enfin, donc, j'ai déjà effectué 35 entretiens, j'ai 25 à faire et j'apprécierais énormément votre aide, dans le recrutement. Parce que j'ai fait beaucoup de recrutement sur les réseaux sociaux, ce qui est bien parce que je peux accéder à des gens qui n'ont pas nécessairement utilisé des services d'accueil, mais je m'intéresse aussi au rôle des services d'accueil dans le processus d'établissement. Donc, à la fin de la présentation, je vous donne mon courriel au cas où il y a des gens qui veulent contribuer avec cette recherche. Donc, en termes de profil sociodémographique, donc pour l'instant, 18 personnes qui s'identifient comme femmes, 17 personnes qui s'identifient comme au sexe masculin. Le pays d'origine, donc Maroc, Algérie, Brésil, France, Colombie, Chili, Roumanie, Vietnam, Togo, Angleterre, Syrie. Je cherche à diversifier un peu plus cet échantillon. La tranche d'âge, ce sont des gens qui sont actifs sur le marché du travail, donc entre 25 et 45 ans. Et pour l'instant, la plus grande catégorie migratoire, vous devinerez, c'est des gens qui sont venus par la catégorie économique, donc des travailleurs qualifiés surtout, aux travailleurs temporaires, plusieurs étudiants internationaux, mais comme stratégie migratoire, encore une fois, réunification familiale, humanitaire et des gens, des nouveaux arrivants qui sont venus avec des PVT, donc permis vacances-travail, aussi comme stratégie migratoire. Donc, ils sont venus avec ça, mais pour rester. Profil linguistique. Donc, j'ai 14 personnes qui parlent français uniquement. Les guillemets dans le uniquement, ça veut dire donc qu'ils parlent seulement le français comme langue officielle, au-delà des langues maternelles, des langues de leur pays d'origine. Même chose pour l'anglais, 11 qui parlent seulement anglais, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas français. 8 qui sont bilingues, donc qui parlent anglais et français. Uniquement, encore une fois, ils parlent en général beaucoup plus d'autres langues, mais
les critères, ce sont les langues officielles, et qui ne parlent ni anglais ni français, 2 personnes. En termes de formation, c'est très intéressant. Donc, mon échantillon, il est notamment composé par des travailleurs super qualifiés, donc une trentaine qui ont soit une formation universitaire, soit un master. Et pourtant, 22 sont au chômage, 300 étudiants internationaux et 10 sont employés. Donc ici, nous avons tous les profils linguistiques confondus. Ce sont des gens qui sont au Canada moins de 18 mois. Donc, ça, c'était l'année critère dont je n'ai pas parlé au début. Mais donc, quelques-uns sont au Canada il y a 6 mois, d'autres 3, d'autres 10, mais c'est maximum 18. Mais ces personnes-là, 22 sont au chômage, alors qu'ils sont super qualifiés. Donc, j'ai beaucoup de questions de recherche et là, je fais un découpage de celles qui pourraient vous intéresser le plus dans cette séance aujourd'hui. Donc, quels sont en général les principaux défis affrontés pendant la période d'établissement? Donc là, je fais une différence entre établissement et intégration. Peut-être quelques-unes parmi vous allez être d'accord avec moi. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive, parce que moi aussi, je suis immigrante, mais on a des besoins très immédiats. Donc, on veut trouver un logement, on veut inscrire les enfants à l'école, on veut peut-être faire 1, 2, 3 amis, on veut trouver un emploi. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'établissement. Après, on prend du souffle, on respire et on commence à vouloir s'intégrer, donc mieux connaître et profiter de la nouvelle vie au Canada. Donc, quels sont les principaux défis? Quelles sont les stratégies qui sont employées pour gérer ces défis? Est-ce que la maîtrise des 2 langues officielles exerce un impact sur l'expérience d'établissement? Donc, qu'est-ce qu'il en a du bilinguisme dans la région de la capitale fédérale? Est-ce que la maîtrise des langues tierces, donc de l'inventaire linguistique de l'immigrant, exerce un impact sur l'expérience d'établissement? Et enfin, quels sont les principaux défis affrontés par les nouveaux arrivants francophones qui ne maîtrisent pas ou peu l'anglais? Donc, ce que je partagerai avec vous, ce sont les résultats préliminaires, c'est-à-dire des réponses à ces questions. Donc, en termes de défis d'établissement, tous les profils linguistiques confondus, donc francophones, anglophones et bilingues, malgré les efforts des fournisseurs de services, et je sais qu'il y a beaucoup de travail à employer dans la diffusion d'informations, dans le recrutement, mais malgré ces efforts, il continue d'avoir un grand manque d'informations sur les logements, comment ça fonctionne, où je pourrais habiter, qu'est-ce que je dois apporter en termes pour prouver que je suis un bon locataire et en termes d'employabilité. Les gens continuent aussi à méconnaître les services d'établissement. Plusieurs personnes que j'ai interviewées, que j'ai recrutées sur les réseaux sociaux, n'avaient jamais entendu parler des services pré-départ. Sont arrivés, ils se sont fait des amis ici et là, et c'est comme ça qu'ils se sont établis. Donc, il y a encore du travail à faire dans la diffusion et je pense dans l'éducation de qu'est-ce que c'est les services d'établissement, de leur gratuité en général, par exemple. Il y a encore des défis par rapport à la possibilité de bénéficier de certains services. Je sais que les financements ne sont parfois pas accessibles à certains profils d'immigrants, donc des gens qui viennent avec de PVT, des étudiants internationaux, des permis temporaires. La question, c'est de reconnaître que ces 3 profils, par exemple, ils sont devenus des stratégies migratoires. Donc, ces gens-là, ils veulent s'installer de manière permanente ici et ils ont besoin de services.
et parfois ils ne peuvent pas en bénéficier. Il manque le manque de réseau d'appui, surtout pour de l'aide de recommandation pour l'emploi et pour le logement. L'expérience canadienne, je vais en parler plus après, mais continue d'être un défi. Je suis de plus en plus convaincue qu'il faut une stratégie nationale auprès des employeurs pour l'embauche des personnes nouvellement arrivées au Canada. Et la discrimination continue une barrière. Donc, entre un immigrant et un Canadien, c'est clair qu'on va aller vers un Canadien. C'est la perception de Norma. C'est un pseudonyme, bien sûr, par rapport au processus d'embauche. Donc, enfin, qu'est-ce qu'ils font les nouveaux arrivants? Ils sont accros des réseaux sociaux. Il y a des milliers de sites sur Facebook, des groupes sur Facebook qui les appuient dans leur démarche, qui leur apprend comment naviguer dans le système canadien. On continue, malgré tous les services mis en place, il y a un usage intensif des réseaux ethniques. Donc, on fait beaucoup confiance aux réseaux, aux gens qui viennent de nos régions, de nos pays d'origine, et aux réseaux informels, dont les réseaux sociaux. Et par rapport à l'employabilité, c'est drastique la déqualification. En tant qu'être humain et chercheur, c'est difficile de diviser les deux. C'est vraiment pénible de voir des personnes super qualifiées qui acceptent des emplois qui ne sont pas conformes à leurs expériences, juste pour payer le loyer après 3, 4, 5, 6 mois au Canada. Donc, en termes de résultats préliminaires, les défis socio-linguistiques, dont je suis linguiste, je m'intéresse beaucoup au rôle des langues, dès la langue française dans l'expérience d'établissement. Est-ce que la maîtrise des 2 langues officielles exerce un impact sur l'expérience d'établissement, accès aux services, logement, emploi? De manière très générale, francophones, anglophones, bilingues reconnaissent que les services d'accueil et les services municipaux et fédéraux, donc IRCC surtout, sont accessibles en anglais et en français. Ça, c'est pour tous les professeurs linguistiques. Pourtant, au niveau pragmatique, la vie au quotidien, on le sait tous, l'anglais est essentiel. Donc, pour accéder au réseau formel des logements, donc, et à l'emploi. Donc là, quand je dis réseau formel, je dis tout ce qui n'est pas arnaque, par exemple, ou de petits emplois, des emplois très précaires qui parfois ne sont pas très, très réglementés. Par rapport à l'emploi, donc, le bilinguisme, il est bel et bien affiché, mais les entrevues ont lieu en anglais. Et au quotidien, il y a très peu d'utilisation du français. Donc, il faut se déclarer bilingue pour être appelé en entrevue, mais après, la vie se passe en anglais. Est-ce que la maîtrise des langues tierces, est-ce qu'être plurilingue, être capable de communiquer avec plusieurs personnes de plusieurs pays a un impact sur l'expérience d'établissement? Oui, dans la relation que j'établis avec un autre immigrant. Donc, ça me permet de me situer plus lorsque j'arrive en échangeant dans ma langue d'origine. Ça me permet d'accéder à des logements et à des emplois par l'entremise des réseaux informels. Donc là, on ne parle pas de postuler formellement, de Indeed, de recherche plus cadrée, mais c'est l'ami d'un ami d'un ami qui parle la même langue que moi ou qui vient de la même région qui me décroche, entre guillemets, un emploi. Et ça aide énormément dans la médiation culturelle. Donc, comment naviguer dans la nouvelle culture, la culture canadienne, par l'entremise des langues d'origine. Par rapport donc aux défis sociolinguistiques qui affrontent les francophones ou les personnes bilingues qui maîtrisent anglais et français.
Donc, d'abord, ça, j'ai reçu ce qu'il y a à gauche. Venez réaliser votre projet de vie en français au Canada. Des communautés francophones sont prêtes à vous accueillir. J'ai reçu d'une participante qui, elle, avait reçu. Donc, ces personnes-là elles reçoivent cette information d'un organisme, d'un ministère officiel avec le logo du pays d'accueil. Quand ils arrivent au Canada et qu'ils ne parlent pas, ils ne sont pas préparés pour vivre en anglais, ils ont un choc. Donc, Denis Hully, de 32 ans, elle a parlé d'une désillusion. Et Nana, tous des pseudonymes, a dit « J'ai l'impression qu'on nous vend un rêve ». Donc, il a du travail à faire dans les services pré-départ, de préparation, même dans le recrutement, de préparation, d'explication de quelle est la réalité sociolinguistique au Canada, quelle est la valeur ajoutée d'être francophone, mais les défis, les barrières d'adaptation, le besoin d'être anglophone, d'être capable de maîtriser les Français. Face à ce choc, donc, il y a une réorganisation drastique de la stratégie d'établissement. Les nouveaux arrivants, ils se sentent très perdus au début quand ils se rendent compte, OK, mes plans ne vont plus marcher. Là, il va falloir tout refaire, réorganiser qui va rester avec les enfants à la maison pour que l'autre suive des cours d'anglais. Et là, on a des grosses périodes d'attente pour des cours d'anglais. Et là, je vois vraiment un gros besoin d'en avoir plus dans des horaires encore plus flexibles. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup, mais c'est une demande qui continue d'être présente. Ces immigrants donc, qui parlent surtout français et très peu d'anglais, ils restent au chômage plus longtemps, ils sont renvoyés plus souvent parce qu'ils ne sont pas capables de communiquer et ils se déqualifient d'après cet échantillon plus. Donc, ils vont accepter des emplois qui ne sont pas conformes à leur qualification, mais vraiment, il y a un écart plus grand. Ils ont une tendance donc à se renfermer dans leur groupe respectif d'origine ethnique. Ils pensent à déménager au Québec ou à retourner au pays d'origine. Donc, on a un gros problème de rétention. Et là, je vais finir. Désolée, Luisa, je sais que je dépasse le temps. Donc, d'autres faits saillants chez vos arrivants francophones et bilingues que je pense qui méritent de l'approfondissement. Donc, il y a le manque d'expérience canadienne, il est associé à la faible maîtrise de l'anglais. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'ils restent au chômage plus longtemps. Sarah Rouchette a dit que, selon elle, il y a un faux bilinguisme dans l'employabilité. Il y a une méconnaissance de la francophonie en Ontario. Et on associe la francophonie au Québec, donc c'est la dualité Québec francophone, Canada anglophone. Et dans la vie quotidienne, on dit que l'Ontario est globalement anglophone. Quand je leur pose la question sur qu'est-ce que c'est une minorité linguistique, est-ce que la francophonie, minorité linguistique, ça vous dit quelque chose? Quelqu'un m'a dit, ce sont toutes les langues autres que l'anglais. Donc, il y a plusieurs minorités linguistiques. Le français ne ressort pas comme une communauté importante pour ces francophones. Il y a une question sur laquelle il faut se pencher. La langue des enfants. Donc, ces francophones, ils arrivent, ils parlent français, en général d'autres langues aussi, mais quand je leur demande quelle langue, dans quel réseau ils vont mettre leurs enfants, plusieurs vont les mettre dans des réseaux anglophones parce qu'ils comprennent que c'est nécessaire, l'anglais est nécessaire pour l'intégration et parce qu'il y a un mythe que
exposer l'enfant à plusieurs langues peut les nuire. Et ça, c'est dans la recherche en linguistique, c'est vraiment un mythe, ce n'est pas vrai, mais ça reste très important dans la mentalité des immigrants. Et il y a encore chez la communauté francophone ou les communautés francophones des discriminations linguistiques. Et là, je parle des francophonies canadiennes, historiquement établies par rapport aux nouvelles francophonies récemment arrivées. Une participante m'a parlé que dans un poste auquel elle a postulé, on demandait avoir du français canadien. Ce n'était pas un poste en éducation. Et les francophones jugent les gens qui font des erreurs. On continue à avoir des préjugés linguistiques par rapport aux standards, à la pureté du français. Il y a du travail à faire là-dessus. Donc, encore une fois, la collecte de données est toujours en cours. J'ai encore 25 interviews à faire. Je pose des questions sur l'utilisation des organismes, des services d'accueil. Donc, j'aurai des données à partager avec les fournisseurs de services. Voici mon courriel. Si jamais il y a des gens qui veulent collaborer avec cette étude. Petit mot pour remercier la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes qui est dirigée par notre chère Luisa Véronis qui a appuyé mon étude au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, CRCCF de l'Université d'Ottawa qui m'accueille dans ses bureaux. Et à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Janaïna. C'est intéressant. Je découvre moi aussi les résultats de son étude. Et en fait, tu nous offres un bon contexte pour notre présentation qui va se pencher plus spécifiquement sur l'accès et l'utilisation des services en français par les immigrants. Donc, je vais moi aussi partager mon écran. Et puis, Shannon et moi, nous allons faire la présentation ensemble. Donc, j'essaie, voilà, je pense que ça a fonctionné. Vous voyez, oui. Donc, notre étude est un projet plus large sur la francophonie en Ontario, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les expériences des immigrants francophones. Et puis, c'est une recherche qui est menée en équipe et en collaboration, notamment avec des organismes comme le CESOC et le réseau de soutien, qui nous ont beaucoup appuyés, sans qui cette étude ne serait pas possible. Et Shannon est notre assistante de recherche. Donc, ce que nous allons vous présenter, en fait, c'est une partie des résultats d'une méthode. Il s'agit d'une étude beaucoup plus large pour essayer en fait de comprendre la diversification de la francophonie en Ontario et les expériences selon les origines ou les profils linguistiques et autres des espaces, des langues, des pratiques et des représentations. L'étude est financée par le CRSH et la première méthode consistait à une analyse socio-spatiale des données de recensement. Nous avons un questionnaire à grande échelle dont nous allons vous parler aujourd'hui et tout ceci sera suivi par des entrevues qualitatives. Donc, l'objectif du questionnaire en particulier est de documenter les expériences quotidiennes vécues des francophones par rapport à l'accès et l'utilisation des services en français dans différentes régions de l'Ontario, parce que la francophonie, les institutions varient énormément selon où nous sommes et la distribution des francophones varie également. Nous incluons toute personne qui s'identifie comme francophone ou francophile ou d'expression française ou qui a un aspect de sa vie qui est en français, donc une définition très large, et nous souhaitons comparer l'accès qu'ils ont et l'utilisation qu'ils font des services en français ou si par défaut ils utilisent des services dans d'autres langues et en particulier nous nous intéressons aux potentielles différences entre les personnes issues de l'immigration, celles qui sont nées au Canada, que ce soit en Ontario ou dans d'autres provinces mais qui ont déménagé en Ontario parce que nous savons qu'il y a beaucoup de Québécois en Ontario par exemple.
Nous souhaitons aussi identifier et comparer les facteurs qui facilitent ou entravent l'accès et l'utilisation des services. Donc, d'une part, les régions, si ces services existent, sont disponibles ou si les personnes ont l'information sur la disponibilité de ces services, mais aussi les profils sociodémographiques des personnes, notamment s'ils sont issus de l'immigration. Et je m'excuse, je vois qu'il y a des petites erreurs de frappe. Donc, je voulais juste vous rappeler que la francophonie en Ontario passe par un moment de transformation démographique important, d'une part par la fragilité de son poids démographique, le vieillissement, l'assimilation, l'exode des francophones, et en même temps, le fait que l'immigration francophone est devenue la stratégie prioritaire pour stabiliser sa vitalité et que l'Ontario a non seulement la communauté francophone la plus grande en situation minoritaire du pays, mais elle reçoit aussi le plus grand nombre d'immigrants francophones, atteignant 8 000, presque 10 000 au cours de 2022. Et ces immigrants proviennent surtout de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne. Certains proviennent de l'Europe, mais aussi s'élargissent à d'autres régions comme l'Amérique latine ou l'Asie, par exemple. Donc, la francophonie ontarienne passe un moment de diversification, mais qui est inégal selon les régions. Et ici, je vais vous montrer les résultats de notre analyse socio-spatiale que nous avons faite avec les données du recensement de 2021. Je vais vous montrer deux cartes. Une qui est la distribution de la population en nombre absolu. Donc, vous pouvez voir évidemment que la région d'Ottawa est une des concentrations les plus fortes de la communauté francophone, ainsi que l'Est de l'Ontario. Mais il ne faut pas oublier qu'à Toronto, il y a quand même 60 000 ou plus de francophones. Ensuite, le nord de l'Ontario, dans la région de Sudbury, un grand nombre de francophones est situé, mais vous voyez que à travers la province, les francophones ne sont pas distribués de manière égale. Et les choses changent si on regarde la proportion que représentent ces francophones. Ce qui est flagrant, c'est dans le cas de Toronto, les francophones représentent moins de 2% de toute la population de la région métropolitaine, donc ils sont quasiment absents de cette carte. Mais par contre, certaines régions qui sont des communautés beaucoup plus petites ont une proportion de francophones plus forte, notamment dans l'est de l'Ontario et dans une certaine mesure dans le nord aussi. Donc, nous sommes géographes et ce qui nous intéresse principalement, c'est ces enjeux de géographie, le fait que d'être francophone varie, que la francophonie varie et donc l'accès à des services ou les disponibilités des services existent. Et selon ce que vient de nous expliquer Janaïna, pour une personne nouvellement arrivée, comprendre tout ça, quand en fait on pensait qu'on allait pouvoir vivre en français, ou on savait qu'il y avait beaucoup d'anglais, mais qu'on imaginait quand même pouvoir vivre en français, ces réalités sont très complexes et elles sont complexes pour les francophones en général. Donc, l'Ontario a une loi de service en français et à certaines régions désignées comme étant francophones, mais cela ne veut pas dire nécessairement que les services sont disponibles et selon les régions, la complétude institutionnelle, ce concept important pour dire que les communautés ont accès à toute la gamme de services ou d'institutions dont ils ont besoin, est une réalité qui est très inégale à travers l'Ontario. Donc là, j'essaie de vous montrer notre approche par la géographie pour des questions qu'on pourrait imaginer surtout linguistiques. Pour le sondage, et nous aussi, nous sommes encore en recrutement, ça fait plusieurs mois que nous avons lancé le sondage et je voulais vous parler un petit peu du sondage pour que vous vous rendiez compte de comment on fait la collecte de données et Shannon va vous présenter les résultats. Donc, c'est un sondage en ligne qui est ouvert à tous les francophones, francophiles ou d'expression française qui ont plus de 18 ans, qui résident en Ontario. Le sondage est disponible dans les deux langues, en français et en anglais, donc même des francophiles ou des personnes anglophones, mais qui utilisent ou qui aiment vivre en français peuvent aussi y participer.
et il y a plusieurs sections. Donc, nous avons entendu que pour certains, c'est un peu long, ça peut prendre 25 à 30 minutes à le compléter, mais c'est parce que c'est une étude qui essaie d'être approfondie avec 5 sections, une sur les données sociodémographiques, parce que nous voulons comprendre le rôle des profils des personnes, les différences, que ce soit l'âge, le genre, le statut migratoire et ainsi de suite. La plus grande section consiste à répondre à des questions par rapport à l'accès et l'utilisation de services, d'espaces communautaires ou d'institutions francophones. Et nous avons 3 autres sections par rapport au milieu du travail, l'emploi ou les études, l'utilisation des langues dans le ménage, dans la famille et l'utilisation des réseaux sociaux. Et nous avons obtenu une approbation déontologique de l'Université d'Ottawa. Donc, les données sociodémographiques sont importantes pour qu'on puisse identifier le type de personne, le genre, le niveau d'éducation. Il y a des questions sur les compétences linguistiques, s'ils parlent français, anglais, d'autres langues. Et tout cela nous permettra de justement faire des croisements des données pour comprendre si le profil démographique joue un rôle dans l'accès ou l'utilisation des services. Et ce sont des questions principalement fermées, donc il faut juste cliquer la catégorie et ensuite on passe à la prochaine. Nous tenons compte aussi du contexte géographique, donc le lieu de résidence des participants, justement pour identifier si la région joue un rôle selon la présence ou non, ou le poids démographique des francophones par rapport au reste de la région, et nous ciblons principalement les 3 grandes régions, donc l'Ontario de l'Est, le centre-sud-ouest et le nord. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la région de l'Est, qui est celle qui nous intéresse. Donc, pour l'accès et l'utilisation des services, on s'intéresse aussi à des facteurs qu'on dit structuraux, donc qui ne sont pas sous le contrôle des personnes. Si ces services ou ces espaces sont disponibles en français, s'il y a un coût qui est associé avec l'utilisation, l'accessibilité ou l'aisance pour y arriver, notamment la distance, la flexibilité, par exemple, des horaires ou la convenance, la convivialité ou le niveau d'adaptation à des besoins de personnes avec des besoins particuliers, la qualité du service et autres. Donc, pour chaque type de service, nous avons des services comme les écoles, les garderies, les services de santé, les centres communautaires, des services sociaux, diverses institutions. On demande donc quelle langue vous utilisez ce service et les raisons qui déterminent pourquoi, donc ces facteurs structuraux. Notre méthodologie a certaines limitations, évidemment, outre le fait que pour certains, le sondage est peut-être un peu long ou répétitif. Ce sont des questions fermées, donc on pourra faire des statistiques descriptives selon les régions, la langue, le profil, mais nous ne pouvons pas obtenir des analyses très approfondies ou identifier la causalité, les raisons des pourquoi et comment. Le recrutement est par boule de neige et nous remarquons déjà des biais. Par exemple, les participants sont très éduqués et puis certains groupes pourraient manquer l'appel ou être sous-représentés du fait aussi que le sondage est mené en ligne. En particulier, il nous manque des personnes qui sont jeunes, de 18 à 24 ans ou âgées, peut-être à cause des réseaux que nous utilisons. Et nous faisons face à des défis pour le recrutement et nous avons fait appel à des organismes pour nous aider. Nous avons un total de 700 participants. Or, nous visons la cible de 1500 pour que les résultats soient statistiquement représentatifs. Donc, pour le reste de la présentation, Shannon va vous donner un aperçu de nos résultats préliminaires en commençant avec des données sociodémographiques. Ensuite, nous avons quelques graphiques qui comparent l'Est de l'Ontario au centre-sud-ouest et au nord par rapport à l'utilisation des services par les immigrants. Et la 3e section vous donnera quelques comparaisons plus détaillées qui ciblent l'utilisation des services par les immigrants en Ontario de l'Est. Donc, Shannon, tu peux me dire quand passer à la diapo suivante. À toi. Parfait.
Oui, alors pour notre donnée sociodémographique, on a 675 participants en total maintenant. Ça inclut seulement des questionnaires complètes, mais pour le reste des résultats, on a aussi utilisé des questionnaires qui ne sont pas complètes, mais à compléter jusqu'à le point des questions à propos des espaces. Alors, pour l'Ontario, on a un peu de manque des participants de l'Ontario du Nord, mais on a 44% de l'Ontario de l'Est, 40% de l'Ontario du Centre-Sud-Ouest, mais seulement 17% des gens qui participent de l'Ontario du Nord. Prochaine diapo, Lisa. Merci. Alors, juste pour donner un peu d'une vue de notre données sociodémographiques, pour l'Ontario du Sud-Est et le Nord, la plupart des gens, des migrants, sont des immigrants en catégorie économique. Alors, pour l'Ontario du Sud-Est et Nord, c'est 49%. C'est presque la même chose pour l'Ontario de l'Est, avec 65% des immigrants économiques. Et puis, des autres catégories, c'est beaucoup moins. Pour l'identité de genre, on a presque le même entre les deux régions. Alors, Sud-Est et Nord-Ontario, on a un peu plus de femmes qui a répondu et 42% pour les deux régions des hommes qui a répondu. Pour les groupes d'âge, la plupart des gens des deux régions sont de 35 à 4 années, mais on a un peu d'une variété. On a aussi demandé à les immigrants, est-ce que tu es en appartenance à un groupe de minorité visible? Pour la plupart des gens, il a dit oui. Alors, 58% en Ontario du Sud-Ouest et Nord, 62% en Ontario de l'Est. Et on a fait une comparaison entre le Centre-Sud-Ouest et Nord et l'Ontario de l'Est. Alors, on a 5 différents espaces qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est l'organisme communautaire, des services de santé, services d'établissement, associations professionnelles et les lieux de culte. Alors, pour commencer, on va parler des organismes communautaires. Alors, ça veut dire comme des organismes ethnoculturels, bienfaisance, etc., etc. Alors, pour le centre-sud-est et nord, on peut voir qu'il y a plus de gens qui utilisent l'anglais seulement pour les organismes communautaires comparé à l'Ontario de l'Est. Mais à l'Ontario de l'Est, il y a plus de gens qui utilisent français et l'anglais pour accéder et utiliser les organismes communautaires. Alors, prochaine. Merci. Pour les services de santé, il y a plusieurs personnes en l'Est de l'Ontario qui utilisent des services de santé en français que Centre-Sud-Est et Nord. Il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les services de santé en anglais en Centre-Sud-Ouest et Nord que l'Ontario de l'Est. Et encore, on peut voir que l'Ontario de l'Est ont plusieurs personnes qui utilisent le français et l'anglais pour accéder aux services de santé. Et pour les services d'établissement, on peut voir que le français et anglais entre l'Ontario de l'Est et l'Ontario du Centre, Sud-Ouest et Nord, c'est
pas beaucoup de différences entre les deux régions, mais quand on regarde l'anglais seulement pour l'utilisation de langue, on peut voir que Centre, Sud-Ouest et Nord ont beaucoup plus de gens qui utilisent seulement l'anglais pour accéder aux services d'établissement que l'Ontario de l'Est. Si. Et pour des associations professionnelles, il y a plus de personnes en Centre, Sud-Ouest et Nord qui utilisent le français seulement en les associations professionnelles, qui est un peu une surprise. Mais encore, on peut voir que l'Ontario de l'Est a plusieurs personnes qui utilisent le français et anglais pour cet espace. Si. Et finalement, pour la comparaison entre des régions, on a les lieux de culte. On peut voir que en l'Ontario de l'Est, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent seulement le français en les lieux de culte que Centre, Sud-Ouest et Nord. Et en l'autre côté, il y a beaucoup plus de personnes en Centre, Sud-Ouest et Nord de l'Ontario qui utilisent seulement l'anglais pour les lieux de culte. Mais la chose qui est... Oh, merci. On peut voir qu'il y a beaucoup plus d'immigrants qui utilisent des autres langues en les lieux de culte que les langues officielles. Alors, ça veut dire comme les langues comme l'arabe, l'espagnol, etc., etc. Parfait. Et puis, regardons seulement à l'Ontario de l'Est maintenant. On peut voir que parler brièvement seulement à propos des immigrants économiques, parce que ça, c'est la catégorie d'immigrants qu'on a beaucoup plus de gens qui disent que je suis immigrant économique. Alors, on peut voir que pour tous les lieux qu'on a discutés, il n'y a pas beaucoup de variations entre des espaces comme une variation de 30% jusqu'à 44% en utilisation de français entre les 5 espaces. Les associations professionnelles et les services de santé ont seulement 30% qui disent qu'ils utilisent seulement français et les services d'établissement sont 44%. C'est un peu de la même avec français et anglais comme langue utilisée en les espaces. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils utilisent les deux langues avec les lieux de culte, avec seulement 30%, mais on sait qu'il y a beaucoup plus d'autres langues qui sont utilisées dans ces espaces-là. Mais si on regarde seulement l'utilisation de l'anglais en les espaces, on peut voir qu'il y a pas beaucoup de gens qui utilisent seulement l'anglais pour des services d'établissement, qui est un peu de différence quand on pense à l'Ontario Centre, Sud-Ouest et Nord. Et on aussi regardé l'appartenance à un groupe de minorités visibles, particulièrement pour les organismes communautaires, parce que c'est un espace un peu plus comme communautaire pour un manque de mots plus juste better. Mais quand même, il y a plus de personnes qui appartiennent à une minorité visible qui utilisent le français que des gens qui n'appartiennent pas à une minorité visible en les organismes communautaires. Mais il n'y a pas beaucoup de différences comme grand entre ces deux. Mais si on continue, on peut voir qu'il y a beaucoup de différences entre les lieux de culte, entre ceux qui appartiennent à une minorité visible et ceux qui n'appartiennent pas. Alors, pour ceux qui n'appartiennent pas à une minorité visible, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent seulement le français en les lieux de culte, mais
pour ce qui appartient à une minorité visible, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent des autres langues en ces espaces-là. Alors, oui. Merci beaucoup. Puis, je voulais dire, on a fait aussi des analyses croisées avec le rôle du genre et la langue et l'âge. Et il y avait peu de différences. Donc, on s'est concentré sur des résultats qui nous semblaient plus intéressants et surtout plus pertinents. Donc, pour clore, je sais qu'on a passé notre temps. On espère que les résultats de notre sondage vont contribuer à mieux comprendre les profils divers des francophones en Ontario et un peu casser l'image de qui est francophone, qui sont justement plurilingues ou qui ont des expériences de flexibilité de quelle langue est utilisée quand et où. On espère aussi avoir une meilleure compréhension des pratiques linguistiques, surtout face à des défis ou des barrières pour accéder aux services, mais aussi déterminer si certains profils démographiques ont des besoins qui ne sont pas comblés. Et donc, on espère que nos résultats pourront servir à améliorer l'accessibilité et l'utilisation des services ou venir combler des besoins ou mieux comprendre les défis de certains groupes par rapport à l'accès des services. Notre recherche est en cours. On a décidé d'ouvrir le sondage pour encore quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à participer ou à diffuser l'information. Et puis, vous pouvez nous contacter. Et j'aimerais remercier le financement que nous avons reçu, tous les répondants et surtout tous les soutiens que nous avons reçus de nos partenaires et d'autres personnes qui nous ont permis d'arriver où nous sommes, bien que nous n'avons pas encore terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci, Louisa. Merci, Janina. Merci, Shannon, pour votre participation, d'avoir partagé vos idées et vos stratégies. C'était super intéressant. Alors, quelques détails administratifs. Donc, avant que nous passions à la partie questions-réponses de notre temps ensemble, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. À droite de votre écran, vous verrez une fenêtre de discussion Feedloop. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité si vous avez des commentaires que vous aimeriez partager avec vos collègues et participants aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, vous pouvez les saisir dans cette zone de discussion ou lever la main virtuellement pour poser votre question à voix haute. Nous nous accorderons un peu de temps, le plus de questions possible, en respectant le temps passé ensemble aujourd'hui parce que je sais que bientôt, ça va être l'heure du dîner. Je sais que personnellement, j'ai une tonne de questions, mais je vais voir s'il y a des gens qui ont la main levée, qui sont intéressés à émettre un commentaire, à discuter avec nos intervenants. Donc, Mike, I don't know if you see anyone with their hand up. No questions here. All right. Donc, je vais pouvoir me lancer la première parce que là, oui, Louisa, tu avais tout à fait raison. Ces deux études m'intéressent énormément. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai un doctorat en sociologie de l'immigration, donc pour moi, c'est intéressant. Oh, là, quelqu'un a la main levée. Je vais laisser ma place parce que j'ai d'autres occasions de vous rencontrer et vous parler plus tard. Alors, est-ce que la personne qui est... Mike, the person that is name unknown has their hand up. Can they turn on their mic? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. En fait, j'ai posé la question dans le chat, mais je pense que j'ai peut-être manqué l'information. C'était juste par rapport aux résultats. Quand on les voit, on voit qu'il y a des résultats de personnes qui ont accès aux services en français, ou enfin, du moins qui les ont en français ou en anglais. Je me suis demandé si, je pense avoir loupé, mais est-ce que les personnes qui ont été interviewées sont juste francophones, ou en tout cas francophones, même peut-être bilingues, mais francophones, ou on a des anglophones? Oui, merci pour la question. Donc, on n'a pas forcément fait les analyses croisées avec les compétences linguistiques. Le sondage est ouvert à toute personne qui s'identifie comme francophone et nous avons des questions détaillées sur les compétences en français, en anglais, dans d'autres langues. Et donc, il faudra qu'on fasse les analyses. On les a pas fait. Je crois que Shannon a regardé un peu les langues et il ne semblait pas que la langue, donc s'ils sont francophones uniquement, s'ils parlent les deux langues officielles ou ont d'autres langues, est un facteur déterminant. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais nous allons faire les analyses. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les langues ou les compétences linguistiques des personnes, mais il y a un éventail. OK. Et si je peux me permettre un follow-up,
Je vois aussi que, donc effectivement, c'est peut-être un peu logique, mais l'Est de l'Ontario semble quand même rempli de francophones. Est-ce que, quelque part, ça détermine cette, si je peux dire opulence, mais on va dire cette opulence de services en français? C'est assez logique, ça aussi, quand on regarde vos données? Oui, on pourrait conclure qu'effectivement, l'Ontario de l'Est, et c'est une réalité, premièrement, le nombre de francophones est le plus élevé dans la province, la proportion des francophones est très élevée, et il y a aussi une sensibilisation par rapport aux Français, donc il y a plus de services disponibles, en particulier à Ottawa, parce que c'est la capitale fédérale et le gouvernement fédéral pousse le bilinguisme beaucoup. Il y a de l'emploi dans les deux langues, donc nous avons une section sur l'emploi que nous n'avons pas montrée. Donc on peut assumer effectivement que l'Ontario de l'Est, je ne vais pas dire est privilégié, mais il est différent des autres régions. Nous aimerions aussi examiner si être dans une région métropolitaine comme Ottawa contre, mettons, l'Est de l'Ontario, qui n'est pas la région métropolitaine, s'il y a des différences, et surtout par rapport à Toronto et Sudbury, parce que Sudbury est une ville plus petite, mais les francophones représentent quand même 30%, tandis qu'à Toronto, il y a 60 000 et plus de francophones, mais ils représentent moins de 2%. Et les distances sont énormes. Donc, les zones scolaires, par exemple, sont très grandes. Les enfants doivent être dans l'autobus pendant 1 heure pour arriver à l'école, contrairement à Ottawa ou à Sudbury. Donc, peut-être les gens préfèrent envoyer l'enfant à l'école en anglais parce que c'est dans le quartier plutôt que dans un autre quartier qui est très éloigné. C'est ce type d'information que nous recherchons. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lila. Donc, j'offre la possibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a des questions? Voulez-vous lever votre main et poser la question à ces dames qui ont beaucoup d'informations à nous partager? D'autres détails? Non, donc il reste un petit 2-3 minutes. Moi, j'avais plein de questions pour vous trois à différents moments. Moi, j'étais juste curieuse de savoir, peut-être qu'on va, pour le bien de tout le monde, parce que je vais vous renvoyer un autre courriel. Est-ce que vous savez quand est-ce que vos résultats, vos présentations vont être publiés ou disponibles pour tout le monde? Quand est-ce que les organismes communautaires des régions vont pouvoir bénéficier de vos résultats pour pouvoir travailler de leur côté et aussi avec vous sur améliorer la situation des francophones et des nouveaux arrivants, des immigrants dans toute la région de l'Est ontarien? Est-ce que vous avez des dates prévues? Je sais que pour la grande étude, il vous reste encore plus de 800 personnes que vous voudriez interviewer. Je sais que Janina t'avait parlé qu'il te manque encore, je crois, 25 entrevues prévues. Est-ce que vous avez une idée, un timeline en bon français de quand est-ce que vous prévoyez qu'on puisse avoir accès à ces informations? Je vais y aller, puis Janaïna, tu pourras poursuivre. Donc, nous, plus on a de répondants rapidement, plus rapidement on peut la clore. On peut déjà fournir les types de graphiques qu'on vous a montrés parce qu'on peut les extraire assez facilement. Donc, si vous avez maintenant des questions, on peut vous partager. Je peux vous partager ces résultats tout de suite, sachant qu'ils sont préliminaires. Mais on espère avoir un échantillon plus robuste afin que les résultats soient plus robustes. Mais sinon, on peut extraire des analyses simples comme nous avons fait dans les prochaines semaines. D'ici le mois de janvier, on espère avoir des graphiques un peu plus détaillés, des analyses plus complexes. Janaïna, tu peux répondre? Oh, elle est peut-être gelée. Oui, il me semble qu'elle est gelée. Donc, ah, là, voilà. Selena? Ouf, OK. Oui, j'étais bloquée pour un moment. Donc, par la suite de la fin des entrevues que je compte terminer d'ici la fin de l'année, je vais commencer ce qu'on appelle le codage, donc le classement des grandes thématiques. Et par la suite, on fait l'analyse. Donc, ça va probablement prendre un bon 6 mois. Mais il y a des tendances
pendant ce processus de codage et d'analyse et après d'interprétation, on peut déjà ressortir les grandes tendances de l'étude. Donc, probablement d'ici la mi-2024 ou en automne 2024, j'aurai un bon rapport à partager avec les organismes et les participants parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Plusieurs me demandent, ils veulent mieux connaître leur propre réalité aussi, donc ils demandent que je partage le rapport avec eux. Merci beaucoup. Comme je dis, moi, je vais rester à l'affût des détails. Je vais probablement vous envoyer des courriels. Cette présentation va être enregistrée, disponible sur le Feedloop par la suite. Vos informations à chacune d'entre vous sont aussi disponibles sur la plateforme si les gens veulent vous rejoindre, vous poser plus de questions. Donc, avant de clôturer notre atelier, parce que j'ai peur que la plateforme se ferme sur nous avant que j'aie le temps de vous remercier énormément. Encore une fois, Louisa, Janina et Shannon pour votre temps et votre atelier exceptionnel. Je voudrais également remercier tous nos participants d'être venus nous rejoindre aujourd'hui. Nous espérons que votre participation au sommet virtuel de la stratégie d'attraction et de rétention des immigrants de l'Est de l'Ontario a été précieuse. Donc, merci à tous. Thank you, Miigwech. Et j'espère qu'on aura d'autres opportunités de vous entendre, mesdames, sur la suite de vos travaux. Merci à tous et passez une excellente journée.